Radiosport. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre émission Perform by Topsec, l'émission dans laquelle nous recevons des personnalités qui incarnent parfaitement le parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau deux anciens poloistes qui ont de véritables success stories. Jérémy Josserand à la tête d'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris et Nicolas Mariscaël, le plus grand orfèvre de France, qui vont venir témoigner de ce parallèle riche entre sport de haut niveau et monde professionnel. Radiosport. Bonjour Nicolas, bonjour Jérémy. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. On va échanger sur votre double casquette d'ancien sportif et maintenant d'entrepreneur dans le monde professionnel. Nicolas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien, je m'appelle Nicolas Mariscaël, je suis orfèvre de grand-père, père et fils. Je suis la troisième génération et je suis un ancien international de water-polo, d'équipe de France de water-polo. De quel club initialement ? Alors, initialement Charenton, c'est D'accord. mon club natal. Ça a été créé en fait avec des dirigeants que mon grand-père, j'en parlerai peut-être après, mais Ah oui. et mon grand-père a été le grand patriarche familial. Je ne l'ai pas connu, il est mort j'avais 4 ans, mais c'est lui qui a initié les deux passions familiales qui sont très très fortes encore. Et que vous avez gardé ? Que j'ai gardées, que j'ai fait perdurer grâce à mon père, après mon père et moi-même. Et je le transmets aussi à ma famille. Ah, vous allez nous raconter tout voilà. ça. Et du coup, alors, vous connaissez Jérémy, vous avez joué ensemble ? On a joué face à face. D'accord. Et vous, Jérémy, alors, vous êtes de quel club ? Alors moi, je suis marseillais, comme mon accent le laisse présager. J'ai fait toute ma carrière au Cercle des nageurs de Marseille. Et il y avait une grande dualité à l'époque entre Marseille et les clubs parisiens, notamment Charenton. Et donc, c'était un peu toujours la compétition entre les deux clubs. Et donc, j'ai eu le plaisir de jouer face à Nicolas régulièrement. D'accord. Et donc maintenant, vous avez raccroché le maillot. Qu'est-ce que vous faites alors ? Depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis avocat. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Josserand-Audouard, qui est dédié aux entrepreneurs, aux dirigeants dans les opérations capitalistiques. Et on est une 50aine de personnes à Paris. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport ? Alors, pour ma part, j'ai pas trop eu le choix. D'accord. C'est comme j'avais des petits problèmes de santé quand j'étais enfant, le médecin avait préconisé à ma maman de me faire de la natation et pas du football comme tout jeune Marseillais se doit. Et donc, comme j'habitais à côté du Cercle des nageurs de Marseille, assez naturellement, j'ai fait de la natation à 8 ans, n'étant pas dans les meilleurs nageurs sélectionnés pour l'école pour la compétition, on m'a proposé de faire du water-polo. Et évidemment, tout de suite, ça m'a plu. Jeu de balle avec sport d'équipe, etc. Et puis, il y a une petite particularité, puisque je suis gaucher et qu'il n'y en a pas tant que ça, et qu'on en a besoin. Ah, d'accord. Voilà, ça m'a permis d'intégrer les équipes de jeunes assez rapidement. Vous êtes gaucher aussi, Nicolas ? Pas du tout, non, je suis droitier. Je vous ai bien acquiescé. Oui. Et vous, alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le water-polo ? Alors, moi, c'est différent. C'est à la fois différent, mais c'était un peu une obligation. Donc, ça date de mon grand-père, qui a créé un club. Il était à la fois apprenti orfèvre et il était sportif. Au bout de quelques années, il a créé un club de water-polo à la Banque de France. Et il a créé une lignée de joueurs qui sont tous allés à Charenton lorsque la Banque de France a arrêté. Ah oui. Et mon père a pris exactement le même virage, la même succession, autant sur le plan professionnel que sur le plan sportif. Donc il a repris l'entreprise familiale et il était président du club de Charenton. C'était un homme assez intelligent qui savait donner l'envie, le goût de venir, la convivialité au sein du club. Alors c'était peut-être pas la même chose sur le plan professionnel, parce que travailler en famille, j'en parlerai plus tard, après c'est compliqué. Oui. Mais voilà, on est devenu le 2e club français
Et c'était vraiment une aventure incroyable. Alors donc moi je suis arrivé par la suite et mon père il m'a dit bon tu vas aller à l'entraînement, c'était lui le président, tu vas à l'entraînement. Et puis naturellement j'avais pas mal de qualités, donc je suis rentré dans les équipes de France assez jeune. Et je me suis dit, à un moment donné, à l'âge de 17 ans, mon père, il était assez... il avait certaines oppositions, en fait, dans son discours. Il voulait que j'évolue. Alors, j'étais pas mauvais à l'école, mais il voulait que j'aille 3-4 fois à l'entraînement le soir. Donc, c'était un peu délicat. Et il vous poussait. Et voilà, il me poussait. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai décidé, j'ai fait une petite crise. J'ai dit, bon, moi, je vais arrêter. Moi, je veux faire du water-polo. Je me suis dit, bon, ça va être mon patron, mon père et mon président. Donc, je me suis dit... Voilà, je vais peut-être un petit peu choisir la facilité. Mais bon, alors je travaillais les mois d'août avec mon père pour me faire un peu d'argent et le métier me plaisait. Alors j'ai eu un peu de chance, mais bon, j'ai beaucoup travaillé. D'accord. Dans les deux domaines. Ouais, dans les deux domaines. Ouais. Alors tout de suite, ça a été le haut niveau qui vous a attiré dans ce sport ou non, c'était juste pour la passion? C'est vrai que le Cercle des nageurs de Marseille a été le club numéro 1. Ma génération, c'était vraiment, on a été champion de France, je crois, 19 ans d'affilée. Donc c'était vraiment... et on avait des installations assez incroyables. Nicolas connaît bien le lieu, qui est un lieu assez magique au-dessus de la mer, avec des piscines olympiques, tout ce qu'il fallait. Et donc c'est vrai que c'était très facile le soir, quand on sort d'école, d'aller retrouver les copains, de s'entraîner. Donc c'était vraiment ça, plus les voyages, puisque effectivement après on est amené très vite quand on joue dans les championnats nationaux de jeunes, puis en équipe de France, à voyager avec ses copains. En plus quand on gagne, c'est toujours sympa. Donc voilà, c'est ça. Et puis après on est pris par le goût de la compétition, et puis on est entouré de gens qui sont tous des gagneurs et et puis après on croise aussi des gens dans les autres clubs avec qui on devient amis, et c'est ça qui fait un peu le côté très attirant de ce sport-là et de sport d'équipe en général, je pense. Oui. Pour un adolescent. Je crois que vous gardez tous de sacrés liens dans ce sport, j'ai l'impression, pour en avoir rencontré plusieurs. Et alors, vous aviez été capitaine, et je crois même on vous donnait le surnom de meneur de jeu. Oui. C'est comme dans tout sport d'équipe, il y a effectivement chacun en fonction de son physique, de ses qualités, on vous affecte quelque part. Moi, c'est vrai qu'étant gaucher, plus n'étant pas très grand, pas très costaud, par rapport à beaucoup de joueurs de water-polo, c'est vrai que j'avais plutôt un poste de meneur de jeu. D'accord. Et c'est vrai que c'était ce qui me convenait bien, c'est ce qui me convient bien aussi aujourd'hui dans le boulot, parce que quand on parle de rapprochement des valeurs sport, travail, c'est vrai que au sein du cabinet, j'ai plutôt ce rôle un peu d'organisation qui me convient bien et qui colle à ma personnalité. Alors, qu'est-ce que c'est un bon capitaine d'équipe? Qu'est-ce que c'est qu'un bon manager? Est-ce qu'il y a des valeurs communes, finalement, que vous avez observées? Oui, totalement. Je pense, c'est déjà d'arriver à faire travailler les gens ensemble. C'est-à-dire que dans l'équipe, que ce soit à Charenton, que ce soit à Marseille, que ce soit en équipe de France, il y avait des gens avec des qualités extraordinaires, mais aussi avec beaucoup de personnalité. Ah oui. Et c'est le propre de ces groupes de personnes avec beaucoup de potentiel. Si on les laisse juste sans coordonner tout ça, ça donne rien. Et ce qui fait un peu la magie et la réussite d'une équipe, quand on a des gens à forte personnalité, c'est justement d'arriver à les faire travailler ensemble et à faire en sorte que chacun apporte sa pierre à l'édifice de l'équipe, de l'entreprise. Je pense que c'est ça un peu le parallèle, à mon avis. Donc vous aviez ce rôle de fédérateur dans l'équipe. Oui, qu'est-ce que vous faisiez avant un match pour préparer et faire motiver tout le monde, toute une équipe à atteindre un objectif? En fait, je pense que c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas juste un petit discours dans le vestiaire. Ça, on avait des entraîneurs qui étaient très bien là-dessus. Armand Michaelian, que tu as connu, qui était un extraordinaire gardien de but. Un personnage qui a été un grand entraîneur à Marseille, et qui avait ce don juste avant les matchs de motiver, etc. Moi, c'était pas trop mon truc. En revanche, je savais que c'est plus d'arriver tout au long de la semaine, tout au long des entraînements, à créer cet esprit d'équipe, à créer je dirais un peu culture d'entreprise. Aujourd'hui, on dit dans les entreprises, mais l'attachement à la marque, l'attachement au club. Et c'est vrai que Marseille, comme Charenton, étaient des clubs où les gens avaient été formés là-bas. C'est-à-dire bien sûr qu'il y a eu des gens qui sont arrivés, qui ont été, entre guillemets, transférés, mais le gros de l'équipe a toujours été formé à l'école de water-polo de Marseille, de Charenton, et c'est ça qui donne
donne un peu l'ADN du club. Oui. Alors vous avez de bons souvenirs, j'imagine. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de poloiste ? Un souvenir, je ne sais pas si on peut te dire. Ah, c'est vrai. Ça, c'est comme dans tous les sports, j'ai l'impression. Moi, j'ajouterais sur le managerat, en fait, la difficulté, en effet, c'est de pouvoir concilier de grosses personnalités qui s'entrechoquent parfois. Je me rappelle en équipe de France, même dans les clubs, on avait des passages très difficiles. La faculté de pouvoir faire des concessions, éliminer, en fait, cumuler vos forces et éliminer les faiblesses. Ça, c'est une vérité que vous allez pouvoir retrouver dans n'importe quelle collaboration. Moi, je l'ai vu aussi dans mon métier, à travers, par exemple, mes collaborateurs, mes fournisseurs, lorsque j'ai fait des choses avec des designers. En fait, on n'a pas du tout la même formation, on n'a pas du tout le même esprit. Et bien dans une équipe sportive, collective, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut, c'est, et ça, c'est le rôle de l'entraîneur, ce qu'il faut, c'est utiliser les forces de chacun, comme tu disais, et puis chaque joueur, peut-être, ou chaque élément dans une entreprise, faire peut-être des concessions, agrémenter son activité, agrémenter son rôle pour pouvoir réussir collectivement. Parce que vous ne réussissez pas tout seul. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'avais du mal à réussir seul. Mais je réussissais énormément dans le collectif. Ça, je l'ai compris. Ça vous portait parce que vous ne savez pas trop ? Oui, des petites choses. Par exemple, je faisais la natation, je faisais une course solitaire, je ne faisais pas un bon temps. Je faisais un relais, je faisais un super temps. Alors ça, je ne peux pas l'expliquer. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement l'apport de l'autre. Ouais. L'apport de l'autre fait que vous allez être sublimé. Vous sublimez l'autre, mais l'autre va vous sublimer. Et là, le collectif, il est important. Il est vraiment très important. Et on vit des choses quand même humaines qui sont incroyables. Vous passez par de la difficulté, donc on se forge dans la difficulté. Voilà. Vous avez des obstacles, vous devez les surmonter. C'est des choses que vous devez assumer. Vous avez des échéances. Vous devez être prêt le jour J. Vous devez bien assumer les engagements que vous avez pris. Et ça, vous l'apprenez dans le sport de haut niveau. Voilà. Alors, pour votre question, oui, alors, est-ce que vous avez des souvenirs en tant que poloiste dans vos années, des anecdotes à raconter ? Est-ce que vous avez gardé des images qui vous restent gravées à jamais ? J'en ai plein. Il y en a une, là, on en prend une. Alors bien sûr, c'est en fait j'en ai plusieurs, mais j'en ai une, c'est lorsqu'on était à Perth et on s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Séoul. On avait gagné le tournoi. Ça faisait 34 ans qu'on n'était pas qualifié. On avait tout le water polo derrière nous, tous les clubs, toute la fédération. Et là, c'était fantastique. Tout le monde pleurait. C'était génial. Ouais. Alors j'ai d'autres. Là, c'est un souvenir collectif. J'ai d'autres souvenirs personnels. Bien sûr, c'est quand j'ai gagné ma place en équipe de France alors que j'étais junior, j'avais 19 ans. J'étais tout. Thierry Alimondo pourra vous le dire. J'étais hyper timide. Je parlais pas. Là maintenant, je saoule tout le monde. Donc c'est Ça vous a révélé un peu. Moi, ça m'a. Le sport de haut niveau m'a donné énormément confiance pour toute ma carrière, autant sportive que professionnelle. Ça a été une révélation. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que les sportifs de haut niveau doivent prendre en compte. Parce que quand on sort de ça, on est un peu différent. On n'est pas comme tout le monde. On a subi beaucoup de travail, de pugnacité. On a grandi, on est face à des choses, on est allé au bout de soi-même. Et ce qui fait la différence, c'est le petit plus. Et vous, Jérémy, un petit souvenir ? Plein également, 20 ans de carrière, ça laisse des souvenirs, mais si je dois en retenir un ou deux, je me souviens d'une demi-finale contre un des meilleurs clubs d'Europe à l'époque, qui était le Posillipo Napoli, où on avait gagné contre toute attente de 4 buts à l'aller chez nous à Marseille, donc match incroyable. Et quand on est arrivé là-bas à Naples pour le match retour, c'était incroyable puisque la piscine était une sorte d'arène qui était complètement pleine, il y avait 7000 personnes, on ne s'entendait pas, on s'est
c'était les gens nous crachaient dessus, c'était fou, vraiment incroyable, parce ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient perdre 4 buts à l'aller, donc pour eux c'était incroyable, et ça avait été un match dingue, on avait perdu je crois de 5 buts, donc on s'était pas qualifié pour la finale, mais ça avait été, je me souviens, il y avait eu un penalty, un joueur de l'équipe devait le tirer, mais on n'entendait pas l'arbitre, tellement les gens hurlaient, tellement les gens, c'était une expérience qu'on ne connaissait pas, puisque en France, le water-polo n'est pas aussi populaire que ça, et donc quand on a 100 personnes dans les tribunes, c'est le bout du monde. Et là, c'était vraiment une expérience incroyable. Et puis peut-être une anecdote un peu plus personnelle. Bon, en 92, donc j'avais 22 ans, je m'étais blessé à l'épaule, donc j'ai été opéré. Et pendant plus d'1 an, j'ai pas pu jouer, donc j'étais sorti de l'équipe, etc. Et ensuite, j'étais revenu dans l'équipe et quelques temps après, donc on a réussi à regagner le titre de champion parce qu'on avait perdu le titre de champion face à Nice. Et c'est vrai que ce titre de champion-là, ça a été certainement le plus mémorable fort dans ma carrière, puisque c'était celui après. Je pensais que j'allais arrêter, puisque j'étais, après avoir été blessé, arrêté 1 an, c'était une sorte de retour, dans le haut niveau dont je me souviens. Alors, je crois que votre club de Marseille a eu une belle suite de réussites. Je crois qu'il y a eu 18 victoires sans défaite d'affilée. Comment on gère peut-être cette pression de revenir dans le bassin, de se dire, bon, là, faut pas que je loupe celle-là pour pas casser cette belle suite de victoires? C'est sûr que c'est un héritage, c'est-à-dire qu'effectivement, Marseille avait été champion de France, je crois, 18 ou 19 ans d'affilée. Et en fait, c'est plusieurs générations. Il y a très peu de gens qui ont fait ces 18 ans. Peut-être Armand avait dû, peut-être à l'époque, et même pas, je sais même pas si c'était le cas. Ils sont à 40. Hein. Voilà, ouais. Et donc c'est vrai que c'est un héritage, c'est-à-dire que vous arrivez dans une équipe qui est championne depuis plusieurs années et vous avez une sorte de fardeau, de responsabilité. Du coup, c'est à la fois extrêmement motivant et à la fois avec beaucoup de pression. Et puis un jour, ça s'arrête, hein, c'est ce que je vous disais, on avait perdu le titre à l'époque, et puis ça redonne envie de se remettre, tout ça, et de se remettre à s'entraîner, de changer peut-être ses habitudes, de changer sa façon de s'entraîner pour gagner à nouveau. Performant. Voilà, exactement. Nous, l'objectif, c'était justement de battre Marseille. Ah, d'accord. Parce qu'on était 2e club français, Charenton, et une fois, on a failli... mais on n'a jamais réussi. L'ossature de l'équipe de France, à mon époque, était bien sûr marseillaise, à peu près comme maintenant, je pense. Voilà. Et puis, il y avait toujours quelques joueurs des autres clubs, comme Charenton, Tourcoing, plein d'autres. Et c'est vrai que Marseille, ça a toujours été une source... Les cadors du domaine, quoi. Je crois qu'ils ont un lieu idéal, ils ont... il y a plein de choses. Les installations c'est extraordinaire, c'est vraiment un lieu incroyable. Alors, à côté donc, de cette activité de water-polo, vous aviez une deuxième casquette, vous faisiez des études en parallèle. Comment vous en êtes venu au droit, par exemple, Jérémy ? Alors, je ne sais pas si je dois vous dire la vérité. Ah bon ? Ah si, on veut tout savoir. En fait, comme on s'entraînait 2 fois par jour, il fallait des études où on n'était pas obligé d'aller à la fac. D'accord. Mais c'était plus facile. À la fac de droit, on n'était pas obligé d'y aller, puisqu'il suffisait de récupérer les cours. Ouais. Et donc, ça me permettait d'y aller que pour les TD, et ça me permettait de m'entraîner avec mes collègues. Et à côté de ça, quand j'ai commencé, après, j'ai beaucoup aimé l'esprit du raisonnement juridique, ce qui m'a vraiment motivé. Et puis après, voilà, quand on y est, on continue. Et puis à la fin, on se dit, tiens, quand on a fini ces études de droit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et avocat arrive assez naturellement. D'accord. Mais je crois que vous ne nous dites pas tout. Ah. Il me semble que j'ai quelques informations qui me disent que vous avez un autre futur, où vous aviez d'autres volontés à cette époque-là, autre que le droit. Est-ce que je me trompe ? Non, on a tous des rêves quand on est enfant. Moi, je suis un grand fan de rock, donc c'est vrai que j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer de la musique, etc. Mais je ne suis pas doué du tout pour ça. D'accord. Et voilà, assez vite, j'ai renoncé. Je me suis dit que je serais certainement meilleur avocat que rockstar. Peut-être un jour vous y retournerez. Peut-être un jour. La guitare. Et voilà, Nicolas, qu'est-ce qui vous a mené ? Du coup, j'imagine que c'est votre grand-père ou votre papa qui vous a initié. Et vous avez voulu toujours continuer dans l'orfèvrerie, ou vous avez eu d'autres idées dans la musique, par exemple ? Non, moi j'étais sur ma ligne de conduite, j'avais choisi à l'âge de 17 ans, je l'ai un peu forcé la main d'ailleurs parce qu'il voulait pas, et il m'a dit, à l'époque il m'avait dit, mais
l'orfèvrerie, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Bon, l'orfèvrerie, c'est un métier rare, il n'y a plus de formation, c'est une petite niche, c'est un petit marché. Mais en fait, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi un petit peu la facilité. Mais j'étais aussi passionné, ce métier me plaisait. Et voilà, donc j'ai choisi ce métier pour faire du water-polo, pas pour faire autre chose. Et je me suis engagé, mais sérieusement, dans les études, parce qu'en fait, les études, j'étais apprenti, donc j'ai passé un CAP. Et puis, après, j'ai évolué, j'ai passé des brevets de gémologie qui ne m'a jamais servi dans ma vie, mais c'est l'étude des pierres précieuses. Néanmoins, je suis allé aussi à l'école du Louvre pour apprendre toute l'histoire de l'art, parce qu'en fait, quand vous ne faites pas d'études supérieures, vous avez quand même quelques manques, je m'en suis rendu compte par la suite, où il fallait combler, travailler, peut-être, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans le sport, c'est que pour être supérieur aux autres, pour être les meilleurs, il faut travailler plus que les autres. Et bien c'est pareil, moi j'étais dans ces conditions où je travaillais, je m'entraînais 2 fois par jour. Je me rappelle, quand Thierry Alimondo était à Charenton, on s'entraînait le midi. On allait manger à la cantine de la ville et je repartais travailler, puis lui aussi. Et voilà, mais on s'entraînait, on était les 2 seuls, les leaders de l'équipe de Charenton, qui s'entraînaient 2 fois par jour. Pourquoi ? Parce qu'on était en équipe nationale et on était obligés. Mais voilà, c'est plus du tout le cas. Maintenant, les joueurs sont professionnels. Et nous, à l'époque, on était des amateurs, mais avec un état d'esprit de professionnel. C'est ça. Et mais en même temps, moi je travaillais, c'est un travail assez physique, le métier de l'orfèvrerie, ce sont des pièces d'argenterie qui ornent la table, donc c'est assez, vous tapez au marteau. C'est fatigant. C'est assez physique. Ouais. Voilà. Mais j'étais habitué très tôt à faire ça, à faire accumuler les deux, et c'est vrai que c'est une force. Moi je le vois, il y a une grosse différence entre ceux qui ont comme ça beaucoup travaillé, se sont beaucoup entraînés. Il y a une force vive qui reste, en fait, où on est résistant. Bon, on me dit dans ma famille, mais t'es un extraterrestre. Voilà, parce que j'ai pas... et je trouve pas une solution, je vais jusqu'au bout, je travaillerai, mais je trouverai la solution. Oui. Voilà. Et ça, je pense que c'est le sport qui m'a appris ça. Vous aviez peut-être une certaine notion de l'équilibre. Est-ce que vous aviez des activités un peu entre votre travail et l'entraînement qui vous permettaient de relâcher un petit peu, de vous reposer? La récupération, on le sait, c'est super important quand on a plusieurs casquettes. Est-ce que vous aviez votre petite activité comme ça, ressources, dans vos journées? Pas beaucoup. C'était vraiment... Vous alliez de l'un à l'autre, sans réfléchir. Sans réfléchir, oui, je me détendais un peu. Je sortais avec des amis, avec Thierry d'ailleurs. Mais non, c'était vraiment... moi, j'étais un soldat. Voilà. Et je voulais arriver en équipe nationale. Et pareil dans mon travail, je m'en suis rendu compte par la suite. Même quand je suis devenu dirigeant, j'ai suivi la suite de mon père. Je suis devenu président du club de Charenton et c'est pareil. J'avais à cœur à garder cet héritage familial, en fait, si vous voulez. Vous étiez drivé par un objectif, en fait, dans les 2 domaines. Voilà, ça vous donne un objectif personnel à travers vos passions. Et quand vous faites ce que vous aimez, au bout du compte, on y arrive. À force de travail, à force de pugnacité, moi je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, même si on pouvait échouer, on pouvait perdre contre Marseille, mais c'était pas un échec en fait. En fait, t'apprends à gagner. C'est ce qui se passe à chaque fois quand tu veux évoluer. Tu apprends à gagner. Tu perds pas. C'est un peu la grande phrase de Mandela qui dit voilà, moi je ne perds jamais, j'apprends à gagner. C'est vraiment ça. Et ça dans le sport, c'est génial. C'est sûr, faut jamais oublier la passion, mais c'est sûr qu'un athlète, quand il se perd un petit peu, c'est souvent qu'il oublie le petit enfant qu'il était quand il a commencé pour la première fois. Et c'est pas tellement aussi dans la culture française. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, beaucoup de gens font des créations d'entreprises et puis ils tombent en faillite. Pour eux, c'est pas un échec. C'est une fierté même d'avoir essayé. En France, si vous faites ça, c'est
c'est la fin de tout. Ben non. Et ça, on a du mal à le comprendre, ça. Et le sport, ça vous apprend ça. Ça vous apprend à résister, ça vous apprend à continuer. Avoir cette force mentale. Ouais, force mentale. Vous, Jérémy, c'est pareil, il y avait 2 entraînements par jour. Comment c'était pour cumuler ce double projet des études de droit ? C'est beaucoup d'organisation d'abord. C'est s'organiser pour pouvoir être à la fois aux entraînements, à la fois faire ses devoirs, à la fois apprendre, etc. Laisser un tout petit peu de temps pour les amis, même si la plupart des amis étaient des amis du sport, mais quand même. Donc c'est vraiment une question d'organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme tu disais, qu'effectivement le sport t'apprend à apprendre de tes échecs. Un autre des avantages du sport, c'est que ça vous apprend à être organisé, efficace. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps, de toute façon, on a X heures dans la journée, un certain nombre d'heures est pris par les entraînements, un certain nombre d'heures par l'école. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des enseignements du sport, c'est l'organisation. Oui, c'est sûr, la planification. Moi, je me sais, quand je vais en compétition, le temps de trajet, je l'utilisais pour réviser. On optimise les moindres minutes de notre quotidien. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire que vous n'y arriveriez pas, que deux activités en même temps, c'était impensable ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, d'abord, je pense que si des gens nous l'ont dit, je crois qu'on n'a jamais écouté. Ouais. Et non, pas vraiment. Et puis je pense que les gens, enfin je sais pas toi comment c'était, mais moi les gens n'avaient pas vraiment conscience de ce que je faisais au club. Les gens savaient que je faisais des études, mais ils voyaient pas trop ce que je faisais. Et à la fac, j'étais un étudiant comme les autres et ils savaient pas non plus ce que je faisais. Il y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Il y avait pas tout ce genre de choses. Donc les communications étaient vraiment beaucoup plus limitées. Avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, les gens ne savaient pas trop ce que je faisais en dehors de mes heures de fac, par exemple. Et vous avez donc terminé toutes vos études en parallèle de votre carrière, et après, vous avez monté votre cabinet d'avocat ? Non. À la fin de mes études, en fait, pourquoi j'ai arrêté ? À la fin de mes études, j'ai eu une proposition d'un cabinet à Paris qui s'appelait Arthur Andersen, qui a disparu depuis, mais qui était un extraordinaire cabinet d'avocat. Donc, j'avais 28 ans à l'époque, et je m'étais dit, entre cette proposition que tu n'auras peut-être plus, oui. Et puis jouer encore 2-3 ans, puisque 28 ans, ça commence déjà à être un certain âge au water-polo. J'ai pris la décision de venir à Paris pour tenter ma chance. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé chez Arthur Andersen, puis Deloitte, et puis ensuite je suis devenu associé dans un cabinet français. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de prendre mon destin en main avec le reste de mon équipe. Et donc on a créé on était 6, on a créé le cabinet Josserand-Audouard il y a bientôt 10 ans, maintenant 9 ans. D'accord. Sans jamais revenir au water-polo, même non, parce que on a fait tellement on a fait ce sport à tellement haut niveau. Oui. Que quand je me remets dans une piscine, parce que je suis membre d'un club très sympa, je fais la pub d'ailleurs, le Lagardère Paris Racing, tu connais bien, qui a des installations incroyables, qui est un super club, mais quand je me mets à l'eau, je vois bien que j'ai plus le plaisir que j'avais quand à l'époque on se mettait dans l'eau, on nageait 15 km par jour, c'était normal, vous voyez ce que je veux dire ? On ne le voyait même pas. On ne le voyait même pas. Aujourd'hui, quand je fais 500 mètres, je sens que j'ai fait 500 mètres. Donc non, j'ai jamais voulu le faire de façon, je dirais, ludique. J'ai vraiment voulu passer à autre chose et mettre toute mon énergie et tout ce que j'ai pu mettre dans le water-polo dans mon travail. Et c'est ce qui aujourd'hui me passionne. C'est le développement du cabinet, c'est le développement de la relation avec les clients, le développement des gens qui m'ont fait confiance, qui sont aujourd'hui au sein du cabinet. J'aimerais parler de votre entourage. Je crois que votre fille Clotilde a aidé Topsec à l'élaboration de la collection des articles de sport d'équitation. Et puis elle a aussi fait du haut niveau en équitation, du coup en saut d'obstacle. Le sport, c'est familial ou alors c'est vous qui avez incité un petit peu et poussé à pratiquer du sport à haut niveau ? Non, alors j'ai pas poussé particulièrement. Ouais. Bon, comme tous les parents, on est content que ses enfants fassent du sport. Et mes 2 filles ont fait du sport et il se trouve qu'elles ont fait de l'équitation. Mais je pense qu'effectivement, un peu l'histoire familiale, ce que mes parents ont pu leur raconter, leur maman a pu leur raconter, a certainement poussé mes filles à vouloir faire un peu de sport à haut niveau aussi. Mais pas de water-polo. Pas le water-polo, non. Ouais, c'est un sport qui aussi demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Oui, et puis elles sont nées à Paris, donc c'est vrai qu'il n'y a pas cet attachement au club aussi qu'on pouvait avoir quand on habite à côté vraiment d'une installation telle que celle du Cercle des Nageurs de Marseille. Ouais.
Alors, et vous, Nicolas, vous suivez du coup les pas, encore une fois, de votre père qui avait la direction, enfin la présidence du club de Charenton. Oui. Est-ce que c'était une fierté de prendre ses pas, de suivre ses pas sur le côté pro et le côté sportif, ou c'était au contraire une petite pression aussi? Alors, j'ai pas pris la succession tout de suite. En D'accord. fait, moi, par exemple, j'ai fait les Jeux de 88. Et j'étais donc dans la même génération que Thierry Lemondo. Et je devais faire les Jeux de 92 à Barcelone. Mais petite entreprise d'artisans. Hein. Moi, c'est une entreprise d'artisans où je travaillais avec mon père, donc on avait 4 mains. 4 mains, mais on travaillait dans un métier d'excellence où on était très, très réputé, très renommé. Et moi, quand je partais avec l'équipe nationale, on partait en stage souvent, et c'était compliqué. Dans les membres moi, j'étais le seul qui avait une activité, un travail d'artisan. Et donc, quand 2 mains partaient de l'atelier artisanal, ça pesait énormément. Et en fait, ça a été pendant quelques années, jusqu'en 90, parce que mon père est tombé malade. Et voilà, j'ai dû assumer la responsabilité de l'atelier. Mais je ne pouvais plus faire les stages. Il est tombé malade. Alors en plus, il s'occupait du club. Et comme il était malade, le club est tombé un petit peu aussi. Donc moi, je suis parti au Racing Club de France. Parce que j'ai dû arrêter l'équipe nationale. D'accord. Mais je ne voulais pas... Enfin, le water-polo, pour moi, c'est une drogue. Oui. Donc, je ne voulais pas arrêter. Et en plus, j'ai été sollicité. Hein, donc, je suis devenu capitaine de l'équipe du Racing Club de France. Et on a fait quelques Coupes d'Europe. On était aussi 2e club français. Mais je ne pouvais plus faire... c'est à mon grand regret. Mais bon, c'était comme ça. Je venais de me marier. J'avais un enfant, plus une entreprise artisanale qui était en plus dans une situation financière un peu délicate. Oui. Voilà, donc j'ai pris cette décision. Je suis allé au Racing et j'ai passé d'excellentes années au Racing. C'était vraiment formidable. J'étais accueilli, vraiment très bien accueilli. Et par la suite, j'ai eu plusieurs enfants. J'ai arrêté le water-polo. J'ai eu un espace-temps de 2 petites années. Et puis, comme j'habite Charenton, j'ai tout fait à Charenton. Hein. J'ai rencontré ma femme, je me suis marié, j'ai fait les Jeux pour le club. J'habite Charenton, donc voilà. Bon, et puis je suis revenu au club. Et puis, naturellement, ils m'ont mis président avec le passé que j'avais. Et puis, pareil, voilà, je suis rentré dans le système. J'ai voulu que Charenton redevienne dans l'élite. Mais il se trouve qu'une petite ville de 30 000 habitants ne pouvait pas rivaliser. Il y avait quand même un petit peu d'argent qui rentrait dans le water-polo. Ça n'a pas été tout de suite, mais c'était impossible. Mais on était aux portes de l'élite quand même. Donc on a fait... c'était justement... j'avais un manager, enfin bon, bref. Donc ça a été en fait un retour. Hein. J'ai redonné en fait ce qu'on m'avait donné, parce qu'on se rend compte quand les dirigeants, c'est comme à Marseille, comme dans tous les clubs, vous avez des bénévoles qui s'occupent de vous, je peux penser à mon père, mais je peux penser aussi au père de Thierry Lemondo. Lui, c'était un entraîneur, un formateur, un éducateur, et tous ces gens-là, ils étaient à côté de vous, ils ont fait évoluer dans la vie. C'est grâce à eux, tout ce qu'on a fait, en fait. C'est grâce à eux. Quand on parle avec, je sais pas moi, avec Armand Michaelian, c'était une figure incroyable de Marseillaise, autant sur le plan du water-polo que Marseille. Hein. Et bon, voilà. Donc ça, en fait, c'est un retour que l'on donne. Et c'est vraiment important. Maintenant, j'ai passé la main. D'accord. Je suis plus président et je suis redevenu joueur. Et donc, je joue avec des petits mômes. Une boucle sans fin. Voilà. Mais juste pour m'amuser, hein, dans l'équipe 2 ou 3 de Charenton. D'accord. Et je suis avec des petits mômes qui m'appellent qui me voient et qui sont comme ça, avec des gros yeux, parce que j'ai fait les Jeux Olympiques, parce que c'est toute l'histoire de Charenton. Donc voilà, je reste dans cette histoire. Vous vous êtes donné quand même plusieurs défis, parce qu'en parallèle, vous avez eu un prix Bettencourt qui vous a récompensé en tant qu'orfèvre. Donc voilà, quand c'est pas dans les bassins, vous cherchez à atteindre les plus belles performances aussi dans votre métier, j'imagine. Alors, exactement. En parallèle, j'ai voulu exceller dans mon métier. Ouais. Le métier de l'orfèvrerie, c'est un métier très, très particulier, c'est une petite niche, et il souffre
d'une réputation un peu désuète, où quand on parle de leurs favoris, c'est souvent leur favori de ma grand-mère, l'argenterie. C'est pas très moderne. Donc, j'ai voulu donner une image beaucoup plus moderne de mon métier, en innovant, en intégrant de la technologie dans les pièces d'orfèvrerie, ce qui n'est jamais arrivé, en collaborant avec des designers, où là j'ai beaucoup appris, à l'image de la collaboration entre équipiers, entre coéquipiers. Et ça m'a fait évoluer. Donc j'ai eu le prix de l'intelligence de la main, c'est la Fondation Bettencourt, qui a compris bien avant tout le monde que les métiers manuels et tout ce qui est métier d'art sont vraiment importants et font partie de toute notre histoire sociétale française. C'est vraiment quelque chose de très important. On nous envie à travers le monde sur notre histoire des métiers d'art. Et donc ça c'est une grande fierté, un déclic. Voilà, donc ça fait partie de l'excellence des métiers d'art. Excellence dans le sport, puis excellence en tant qu'orfèvre. Félicitations. C'est beau parcours. Pas moi qui dois le dire, mais en effet, moi j'essaye de donner le meilleur de moi-même partout où je passe, alors parfois c'est pas simple, il y a beaucoup d'obstacles. Par exemple, je vous parlais d'échecs. J'étais en finale une année, en finale du prix. Prix Bettencourt. Ah, prix Bettencourt. Prix Bettencourt. Je fais trop de parallèles. Oui, on fait plein de parallèles, mais j'étais en finale et j'ai perdu. D'accord. Et l'année d'après, j'ai gagné. Voilà. Donc vous êtes revenu. On est revenu avec des petites modifications. Voilà. Mais c'était pas à l'époque, j'avais collaboré avec des designers. Ouais. Et pour moi, c'était pas un échec. C'était juste, j'ai compris comment il fallait gagner. Et ça, c'est vrai, parce que je suis pas tellement un homme, je suis pas comme toi, je suis pas un homme de dossier, pas du tout. Mais j'ai compris comment il fallait gagner. Et l'année d'après, j'ai gagné avec un autre designer, mais on a gagné. Et d'ailleurs, on parle de valeurs communes au sport et à l'entreprise. J'aimerais qu'on aborde ces questions-là de partage et de transfert. Jérémy, je crois que maintenant, vous conseillez des dirigeants. Qu'est-ce que vous leur dites sur votre passé d'athlète qui peut leur parler dans leur quotidien? Qu'est-ce que vous faites comme parallèle? Alors, je leur parle assez peu de mon passé d'athlète, en vrai. C'est vrai ? Mais par contre... Peut-être sans le savoir. Voilà, certainement que j'utilise un certain nombre d'enseignements et de valeurs que j'ai pu avoir. Écoutez, nous, notre cabinet est assez particulier puisque, évidemment, on est avocat, mais on a une approche très conseil stratégique. On est très proche de nos clients et on essaie aussi de leur transmettre l'expérience qu'on a pu acquérir avec nos autres clients. Et il m'arrive très souvent de dire à certains de mes clients, non, ne fais pas ça, non pas parce que je sais mieux que toi, mais parce que ça fait 10 fois qu'on fait ce type de dossier avec des clients et on voit bien ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc c'est un peu cette transmission de l'expérience acquise qui, comme tu disais, Nicolas, nous on a eu nos aînés qui nous ont transmis un certain nombre de savoir-faire, de valeurs, et on essaie de le transmettre aussi bien aux clients qu'aux jeunes qui démarrent au sein du cabinet, qu'à nos associés. Donc en tout cas, mon métier, c'est un métier qui est vraiment dans l'expérience, c'est une transmission d'expérience. Et ça, je pense que c'est un parallèle qu'on peut faire avec le sport. C'est que d'ailleurs, c'est vrai dans beaucoup de sports, et en tant que Marseillais, le foot en fait partie. Tu parlais on perd et puis on sait comment on fait. Après, il faut faire pour gagner, mais le parcours de l'OM à l'époque avait été assez emblématique là-dessus. C'est-à-dire que c'est parce qu'on perd justement qu'à un moment donné, on sait pourquoi on a perdu et on sait comment il faut faire pour gagner. Voilà. Et je pense que c'est une des valeurs du sport qu'on peut translater dans le business. Et vous avez une expérience sur le fait que la rigueur que vous mettiez en place quand vous étiez athlète vous sert aujourd'hui dans votre quotidien ? Totalement. Quand on fait du haut niveau, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les métiers d'art, que ce soit dans le métier d'avocat, le diable est dans le détail. Ce qui fait l'excellence, ce n'est pas que ce soit globalement bien. Le fait que ce soit globalement bien, c'est la moindre des choses. Ce qui fait l'excellence, c'est qu'il n'y a plus de défauts.
Et c'est quand, le souci du détail. Exactement. Et quand, moi, je demandais, parce qu'on a longtemps eu des entraîneurs français, puis après on a eu des entraîneurs étrangers. D'accord. Et on avait un entraîneur croate qu'on adorait, qui s'appelait Đuro Savinović, qui est décédé malheureusement récemment. Et on s'entraînait, mais des heures et des heures, on était épuisés. Et à la fin des matchs, et alors qu'un match ne dure qu'une heure, un match de water-polo ne dure qu'une heure, et on s'entraînait 4 heures, 5 heures par jour. Et j'avais dit Đuro, comment ça se fait que on s'entraîne autant, parce que finalement, moi, à la fin des matchs, je suis pas fatigué. Il disait justement parce qu'un match de haut niveau, il se gagne à la dernière seconde. C'est-à-dire que chacun marque un but, un partout, 2-1, 2-2, etc. Et à la dernière seconde, vous avez l'opportunité de mettre le but qui fait la différence. Il faut pas être fatigué. C'est-à-dire qu'il faut faire le bon choix, soit shooter, soit donner la balle au bon moment. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. C'est-à-dire que dans les phases décisives, il faut pas être fatigué. Il faut avoir l'esprit clair. Et c'est vrai dans les dossiers au cabinet, dans une négociation un peu tendue. Ouais. Il ne faut pas être fatigué, justement. Il faut avoir lucide, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur de vue, savoir ce qu'on attend, en fait, savoir quels sont nos vrais objectifs. Et c'est un peu aussi, là aussi, un enseignement que je peux tirer du sport. Ah, c'est le money time. Exactement, exactement. C'est le dernier panier au basket. C'est le... Voilà. Ouais. Et alors, vous avez fait sûrement de nombreux sacrifices dans votre vie d'athlète pour concilier vos deux activités. Mais bon, je pense que c'est un peu la recette de la performance, savoir parfois dire non. Ça vous sert aussi dans votre quotidien, ça, d'avoir su faire des bons choix à certains moments? Oui, la vie est faite de choix. C'est vrai que quand on fait du sport à haut niveau, comme on l'a fait, on ne peut pas aller faire des études à l'étranger, par exemple. J'avais beaucoup de copains qui sont partis faire leurs études en Angleterre, aux États-Unis, etc. Nous, on ne pouvait pas parce qu'il fallait être là. Moi, j'ai fait l'armée, par exemple. J'ai fait l'armée à Marseille. J'ai pas pu faire l'armée telle que j'aurais peut-être voulu la faire. Partir à l'étranger également. Donc voilà, c'est des sortes de sacrifices, mais qui sont parce qu'on sait très bien ce qu'on veut par ailleurs. Donc on se fixe un objectif et on fait avec. Et tes associés aussi sont issus du monde du sport ? Alors, pas tous, mais il y a pas mal de gens au cabinet qui ont fait du sport à haut niveau. Et puis, c'est plus facile peut-être de travailler avec des sportifs quand on a été sportif. En tout cas, on voit vite, effectivement, les gens qui ont fait des sports d'équipe. On voit vite les gens qui ont su s'engager de façon assez forte dans certaines activités. C'est pas que le sport d'ailleurs. Il y a des gens qui ont fait d'autres types d'activités avec beaucoup. Ça peut être de la musique, ça peut être des tas de choses qui sont des activités très très exigeantes en termes d'organisation personnelle, surtout pour des adolescents. Alors, votre domaine du juridique paraît de manière un peu cliché, un peu sérieux, mais vous dites aussi que c'est important de garder cette convivialité et cette entraide entre vos collaborateurs. Comment on fait pour garder ce sérieux et cette rigueur tout en maintenant une bonne convivialité au quotidien, dans le monde de l'entreprise en tout cas ? Alors c'est une recette qui est pas évidente. Hein. C'est un jeu d'essai-erreur, je dirais. C'est qu'on essaye un certain nombre de choses, on voit que ça marche, on continue, d'autres marchent pas, on arrête. Mais je pense que s'il y a une recette qui marche tout le temps et aussi bien dans l'entreprise que dans le sport, c'est de bien s'entourer. D'accord. Voilà, si on a les bons coéquipiers, c'est pas nécessairement les meilleurs d'ailleurs. C'est les gens qui ont le meilleur état d'esprit. Il y a une très bonne vidéo de Simon Sinek, je crois que ça s'appelle. C'est un Américain qui fait des conférences qui est extraordinaire. Je la montre tout le temps aux gens avec qui je parle de ça. Ça s'appelle Performance versus Trust. Je vous invite à regarder. Je note. Voilà, et où il explique comment les Navy Seals, donc qui est l'élite de l'armée américaine, sélectionne les équipes. Et c'est assez intéressant. Et c'est ça. En fait, ce qui compte, c'est pas de prendre les meilleurs. C'est de prendre évidemment des gens de haut niveau, mais après parmi tous ces gens de haut niveau, il vaut mieux prendre des gens sur lesquels vous pouvez avoir confiance que des gens qui sont des super performeurs et en lesquels vous ne pouvez pas avoir confiance. Ah, d'accord, je prends note de cet ouvrage. Regardez bien. Oui, Nicolas, vous avez un domaine qui est très précis. L'orfèvrerie, ça demande une grande précision, mais aussi une grande créativité. Moi, je sais que dans mon sport, parfois on nous dit de sortir la botte qui, ce jour-là, vous permettra de gagner un match. Comment on fait pour gagner cette précision, cette forte rigueur, mais parfois, il faut savoir sortir du cadre. Comment on gère cette limite fragile entre créativité et se laisser sortir du cadre tout en maintenant une bonne précision ? Alors, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire dans mon métier, c'est donner, comme je disais tout à l'heure, une autre image, beaucoup plus moderne.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pendant pas mal d'années, travaillé sur l'acquis. C'est-à-dire que j'ai fait un peu comme mon père et mon grand-père. Et puis, un jour, j'ai fait une exposition et puis je montrais les pièces que je restaurais. Alors, j'avais acquis, comme mon père, une grande réputation d'expert d'orfèvrerie ancienne. Je suis expert judiciaire, enfin, tu vois, on se retrouve là-dessus. Et en fait, j'étais passionné sur toute l'histoire, le siècle des Lumières, avec ça va de Louis XIII jusqu'au XXe siècle. Et donc j'ai été nourri pendant des années. Puis après, j'ai voulu donner une autre image, beaucoup plus moderne. Alors, on reste dans la précision, hein. Mais si vous venez dans mon atelier, vous allez avoir... parce qu'en fait, l'atelier de mon grand-père était dans le Marais. Et on a déménagé, on est maintenant au Viaduc des Arts. Et on a 3 niveaux. Et j'ai déménagé quand même 30 tonnes de matériel, 30 tonnes d'outils. J'ai dû installer ça au sous-sol parce que je ne pouvais pas le mettre au rez-de-chaussée ni à l'étage. Et donc mon atelier du XVIIIe siècle, il est au sous-sol. Mais je travaille avec des machines numériques. C'est-à-dire que je suis pas... la créativité, elle vient par rapport à ma formation, à mon histoire, mais aussi à franchir le cap sur une méthode de travail ancestrale qui est du 18e, mais je travaille aussi avec des machines numériques, avec l'intelligence artificielle, avec des logiciels 3D. Enfin, moi, je ne suis pas expert, c'est plutôt ma fille. Et donc, la créativité, elle vient comme ça. Et elle est venue donc, du jour où j'ai fait une exposition, où je me suis rendu compte que je ne montrais pas ce que j'avais dans la tête. Je suis orfèvre. Ouais. Un orfèvre, c'est quoi son histoire? L'orfèvre, c'est ce qui montre ce qu'il sait faire. Donc moi, je veux montrer une orfèvrerie moderne, la vulgariser et donner envie de l'acheter ou de donner envie, donner du plaisir à travers ma création. Mmh. Voilà. Donc c'est pas une histoire de précision, c'est juste une histoire, une volonté de m'affirmer, de forger ma personnalité à travers mon métier. Et comme un sportif, exactement pareil. S'il se révèle dans le sport, il est performant que s'il s'exprime. Ouais. Exactement. Un bon entraîneur, il voit la personnalité le jeu d'un joueur ou d'une joueuse, et puis il va toute sa qualité, c'est justement de le laisser s'épanouir à travers ses petits défauts, mais aussi ses grosses qualités. Donc, c'est la même chose. Donc moi après j'ai beaucoup travaillé, j'ai collaboré, j'ai beaucoup appris. Parce que quand vous travaillez avec un designer, ils n'ont pas du tout la même formation, pas du tout les mêmes méthodes, pas du tout la même rigueur, la même la façon de collaborer, la même confiance. C'est faire preuve de confiance à l'un et à l'autre. Le monde artisanal, c'est la parole donnée. Moi, j'ai appris ça. Vous donnez votre parole, vous la tenez. Mais maintenant, c'est difficile. Hein. Vous travaillez avec des contrats, vous travaillez... Bon. Et avec des designers, c'est différent. Donc, ma fierté, c'est ça, en fait. C'est aussi de travailler avec des gens qui sont différents, de s'acclimater et de faire des exploits. Voilà. Et donc, la créativité, elle vient comme ça, en travaillant, en collaborant. C'est l'autre qui vous apporte beaucoup de choses, en fait. Oui, l'ouverture à l'esprit. L'ouverture à l'autre. La différence. Ça, c'est important. Et comme ça, vous ouvrez des portes que vous n'imaginez pas. Et en plus, vous arrivez à un moment donné à vous sublimer parce que vous osez. Oui. Voilà. Oser, prendre des risques. Réussir, c'est prendre des risques, oser, étonner. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Parce que s'il y a de l'investissement, il y a du temps, il y a... Il y a la peur de l'échouer, de ne pas faire quelque chose de bien. La peur d'échouer, alors vous pouvez faire des petites erreurs, mais vous rectifiez. Ouais. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Alors voilà. Et là, c'est là où je me suis épanoui. C'est pas dans ce domaine que je gagne le plus d'argent. C'est pas où je gagne ma vie, mais c'est là où je me suis le plus épanoui. Où j'ai beaucoup de retombées, beaucoup de satisfaction, d'échanges avec les clients, avec les collectionneurs, et j'ai pu avoir des relations internationales grâce à ça. D'accord, ah oui. Avec le prix Bettencourt, avec plein de choses.
Alors, si vous ne deviez me donner qu'une seule compétence que vous garderiez de votre casquette d'athlète qui vous sert aujourd'hui, laquelle vous me donneriez? Waouh. Qui se lance? Moi, je dirais résister à la pression. Résister à la pression. Ouais. De quoi? De l'entourage Dans le sport, c'est ce que je disais. À un moment donné, il y a une décision à prendre. Et puis voilà, quand vous devez tirer un penalty, quand vous devez faire la passe décisive, il reste plus que quelques secondes, etc. Et ça, il faut savoir le faire. Et dans le milieu professionnel, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Notre métier, c'est un métier où on prend des décisions. On attend de nous qu'on décide ou qu'on dise ce qu'il faut faire. Et donc, il ne faut pas trembler devant l'obstacle. Et alors, 2-3 clés, comment on fait pour gérer cette pression? D'abord, c'est beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire que ça peut paraître, c'est pareil, c'est à la fin, vous faites la dernière passe et comme par hasard, c'est la bonne passe au bon endroit et on marque le but. Mais en fait, on l'a fait 100 fois, 1000 fois avant, cette passe-là. Ouais, donc c'est de l'entraînement. C'est que de l'entraînement, c'est ce que disait Nicolas, c'est-à-dire que vous avez tellement répété le même geste le même nombre de fois que finalement c'est naturel, vous savez même pas comment vous l'avez faite cette passe, vous l'avez juste faite parce que c'était naturel et que vous saviez qu'il fallait la faire et vous l'avez faite avec la même habitude que vous le faites d'habitude. Et dans le travail c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez vu tellement le même nombre de situations et vous avez analysé pourquoi certaines fois ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, que finalement après vous savez ce qu'il faut faire. Mais ce sont tant le sport que mon métier, et je pense que le tien c'est pareil Nicolas, c'est des métiers d'expérience. C'est-à-dire qu'on ne devient pas un super joueur de water-polo au bout de 2 ans. Non. On ne devient pas un super orfèvre au bout de 2 ans, ni un super avocat au bout de 2 ans. C'est un métier d'expérience. Donc c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de remises en question, beaucoup d'analyse des échecs. Et ensuite, c'est là où on commence à vraiment apprécier et à pouvoir donner tout ce qu'on peut donner. Moi, il y a cette idée, à l'escrime, parfois, le corps va tout seul. Tellement répété qu'on a l'impression de fermer les yeux et on a une mémoire en fait, physique qui fonctionne très très bien. Tout à fait. Et voilà, alors, Nicolas, votre Moi, je dirais, oui, c'est un peu la même chose. C'est la pugnacité, c'est vraiment pas lâcher l'affaire. Ouais. Jamais lâcher l'affaire. Continuer, quoi qu'il arrive. Résister en effet aux pressions, mais justement je pense que quand on a traversé ce genre de vie de sportif de haut niveau, on apprend justement à résister à cette pression. Parce que de toute manière, la pression elle est constante. Hein. Il faut vous voulez lever le matin, vous avez pensé à une pression, puis il en arrive une autre le matin. Donc quand vous êtes habitué à ce genre de pression et que vous les assumez, vous vous sentez fort en fait. Et puis il faut le montrer. Il faut le montrer que vous êtes fort. C'est pas seulement le dire, c'est le montrer. Surtout dans un contexte collectif où vous avez des collègues, il faut leur montrer que vous êtes là et que vous en voulez. Oui, et puis moi je le vois, c'est un petit détail, mais je travaille avec donc des fournisseurs et on avait un obstacle sur un objet. Là récemment, j'ai fait une exposition à Milan et il me dit ça sera pas possible. Et moi je lui dis non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit possible? Et donc on a trouvé une solution ensemble. Voilà. Et c'est ça, trouver la solution. Au bout du compte, et on l'a trouvé. Et ça a été un succès. Bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment l'apport sportif. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Ouais, très intéressant. Je voulais quand même vous demander si vous suivez toujours l'actualité du water polo. Est-ce que vous allez suivre cet été les prochaines échéances? Oui, alors moi, en fait, je suis vraiment extrêmement fier de notre équipe de France actuelle, à l'image de l'entraîneur, là, Florian Brouzot, que je suis. Je ne connais pas beaucoup, mais je me suis permis de le contacter, de le féliciter. Là, je trouve que c'est vraiment j'aime bien son discours. C'est vraiment un très bon manager. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il a pris l'équipe nationale, que ce soit pour les amener aux Jeux de Rio, puis il s'est occupé de l'équipe de France féminine de water-polo, et là, il reprend l'équipe nationale, et on voit les résultats qu'il a au dernier championnat du monde. Enfin, on sent que le message passe. On parlait justement de trouver un équilibre dans un sport collectif et dans une équipe.
De plus, je pense que ils ont les moyens. Ça me rappelle un petit peu à mon époque, à notre époque, où on avait tous les voyants étaient au vert. En fait, vous avez tout le water-polo français qui est derrière, tous les clubs, toute la fédé. Nous, c'était pareil. À l'image de... Alors, j'ai beaucoup de tendresse aussi, parce qu'en fait, je connais principalement Hugo Crouzia, le capitaine de l'équipe de France, fils de Marc qui nous a malheureusement quittés. Mais c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'histoire, beaucoup d'émotion. Voilà. Quand ils ont battu les Hongrois là, pour passer dans le carré d'as, ils sont passés à 2 doigts de la médaille. Ouais. Mais quand ils ont battu les Hongrois champions du monde en titre, moi j'étais comme ça devant j'avais la larme à l'œil, quoi. C'est fantastique. Alors là, il y a les Jeux. Oui. Je pense que beaucoup d'équipes les prenaient au sérieux. Je pense que maintenant, ils vont les prendre énormément au sérieux, surtout que c'est en France. Alors, ça ne va pas être simple. Oui. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de chance, je leur souhaite en tout cas. Je leur souhaite et je prie pour que ça se passe bien. Et petit détail, le petit détail, le petit but à la fin. Oui, c'est ça, dans le Money Time, voilà, très important. Vous, Jérémy, je crois que vous suivez aussi le sport de haut niveau. Comme disait Nicolas, effectivement, pas mal de joueurs de l'équipe de France aujourd'hui sont les enfants de gens qui étaient nos amis, avec qui on jouait quand on était joueur. Et donc, c'est rigolo de voir que, comme ça, de génération en génération, ça se transmet. Et ça fait plaisir de voir que le niveau de l'équipe de France s'élève. Et c'est un sport magnifique. Très honnêtement, c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas très connu, mais c'est un sport magnifique pour une raison très simple, c'est que c'est un sport où vous ne pouvez pas gagner seul. Ouais. C'est impossible. Vous mettez le meilleur joueur du monde dans une équipe qui n'est pas la bonne équipe, vous ne gagnez pas. Alors qu'au foot, vous voyez, on se rappelle de l'Argentine qui avait gagné la Coupe du Monde, justement en Argentine, je crois, avec Maradona, qui avait gagné quasiment tout seul. Dans le water-polo, ça n'existe pas. C'est un sport d'équipe, et c'est ça qui fait sa beauté. Oui, du coup, on en entend aussi beaucoup plus parler. Les médias parlent beaucoup du water-polo, ou de plus en plus en tout cas, notamment avec Thomas Vernoux. Bien sûr. Vous suivez un petit peu. Oui, l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est impressionnant. Là, quand il marque le but contre la Hongrie, c'est que le début. Il est très jeune. Oui. Quel âge il a ? Il est très jeune. Il a une bonne carrière devant lui, très prometteuse. Je pense. Il est monstrueux, mais il n'y a pas que lui. C'est pas. Il y a vraiment une ossature et un équilibre dans l'équipe. On le voit, on le sent. On a un excellent gardien. Ça, c'est important aussi. Non, il y a vraiment. Ils ont le potentiel. Maintenant, il faut. En tout cas, je leur souhaite. Franchement. Alors, premier match de la France le 28 juillet. Voilà, on leur souhaite une bonne entrée en compétition. Jérémy, avec votre cabinet, vous accompagnez une athlète. Est-ce qu'elle sera de la partie cet été ? Alors non, puisque le sport qu'elle pratique n'est pas un sport olympique. D'accord. C'est le cross triathlon. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Constance Dussert, qui est extraordinaire. Elle s'entraîne de façon incroyable pour les championnats du monde en Australie, je crois, cet été, tout en faisant ses études. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on adore. Et on a sélectionné cette athlète, mais on a reçu des tas de dossiers. On essaiera chaque année de sponsoriser un athlète différent. Et en quoi consiste sa discipline ? Alors c'est du cross-triathlon, donc c'est du triathlon, mais par exemple le vélo c'est plutôt du VTT, vous voyez. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est un sport hyper dur. Et quand on voit la façon dont elle est engagée, on a tous eu envie. Enfin, on a vraiment, ça a été une sélection de tous les associés du cabinet. On a tous vraiment adoré la personnalité de cette jeune femme. Et vous êtes essayés au cross triathlon ? Alors non, parce que ça a l'air très dur. Mais en tout cas, on a tous dit qu'on voulait absolument l'aider. Radio Sport. Merci d'être venu témoigner de votre double casquette très performance, vos 2 success stories de réussite. Merci à vous et puis à très vite. Merci. Au revoir. C'est déjà la fin de votre émission Perform by Topsec. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Radio Sport.